Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour un tour d'actualité. Dans une déclaration faite ce mardi, le directeur général de la Santé a fait état de la situation qui prévaut à Mali pour ce qui est de la propagation du Covid-19 qui continue de faire des victimes. Selon les données enregistrées dans les dernières 24 heures au niveau de Mali, on compte 6 nouveaux cas, 13 nouveaux guéris, 3 décès. On compte actuellement 117 cas actifs. Écoutons le directeur général de la Santé. Ce mardi 12 janvier 2021, nous avons enregistré 6 nouveaux cas, 13 nouveaux guéris, 3 nouveaux décès et 117 cas actifs. S'agissant de ces 3 décès, il s'agit d'un homme âgé de 65 ans et de 2 femmes âgées de 52 et 82 ans. Cette dernière était admise ce matin du 12 janvier 2021 au service des urgences du CHRI de Fomboni, tandis que les 2 autres étaient suivis depuis un moment par nos services de prise en charge dans le site du CHRI de Fomboni. Le ministère de la Santé présente ses condoléances aux familles endeuillées et que Allah leur fasse miséricorde. Encore une fois, le ministère de la Santé exhorte la population à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation contre la COVID-19 et d'alerter le 1717 en cas de signes suspects de la COVID-19. Aussi, le ministère de la Santé enjoint le personnel médical à éviter les prises en charge à domicile, surtout pour les cas sensibles comme les diabétiques, les personnes présentant des troubles respiratoires, de surpoids ou toute autre complication chronique. Cette directive nous permettra d'améliorer la prise en charge au niveau des centres de traitement COVID-19 et surtout de sauver des vies. Nous enjoignons par la même occasion toutes les personnes présentant des maladies chroniques à faire des contrôles réguliers auprès des services médicaux afin de prévenir tout risque d'infection. La compagnie Interil a transporté ce mardi des dons destinés à la population de Mali pour faire face à cette deuxième vague de la pandémie Covid-19 qui est pour cette fois meurtrière. Reportage de Mariam Alirida et Salim Zarkachi. C'est dans ce vol de la compagnie Interil que sont acheminés 700 kg de matériel octroyé par le gouvernement, le PNUD, l'OMS, le projet Compass et les associations. À bord de cet avion, des médecins d'État déployés pour renforcer l'effectif dans les sites d'accueil des malades atteints du coronavirus. L'origine de l'initiative, c'est l'enseignement que j'ai eu de l'islam. J'ai réuni la direction d'Interil et nous nous sommes mis d'accord de mettre le SAB à disposition de la population de Moélie. La diaspora et les habitants de Moélie à Mayotte ne cessent d'apporter leur soutien à la population de l'île. Ils ont envoyé des matériels hygiéniques et médicaux, un signe de solidarité pour que Moélie puisse s'épargner de cette deuxième vague de la Covid-19. Un autre don de protection ce mardi par le PNUD pour la Direction régionale de la sécurité civile. Il s'agit du matériel hygiénique au profit de la population de Numashiwa. Reportage de Stawiya Zakaria et Bakar Kassim. Les éléments de la sécurité civile ne sont pas du tout en repos en cette période de crise sanitaire. Toujours dynamiques et disponibles à intervenir à tout moment, les représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont jugé utile de les équiper en matériel de protection, appareils respiratoires, masques, combinaisons et tous les accessoires. La remise de ces équipements a eu lieu en présence des autorités insulaires. Ces derniers saluent cette initiative à encourager les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour relever les défis. Notre présence ici, non seulement c'était de venir, bien sûr, redonner ces éléments-là, mais aussi de témoigner notre
gratitude et notre encouragement par rapport à la mission et leur dire encore une fois, il fallait continuer en ce sens-là. À Nimashiwa, dans la région de Mledjili, le secrétaire général du gouvernorat a également emboîté ce pas. Il a ainsi octroyé des matériels hygiéniques au profit du comité anti-Covid de cette localité. Un geste embrassé par les membres de cette organisation tels que le COSEP et le Croissant Rouge. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux autres qui n'ont pas encore eu la volonté ou bien l'esprit pour venir contribuer, appuyer le comité pour qu'on trouve de bons résultats. Depuis l'apparition de cette deuxième souche de la Covid, la sécurité civile n'aménage aucun effort pour épauler la population. Des opérations de désinfection s'effectuent tous les jours pour éliminer les microbes. Des interventions pareilles nécessitent évidemment des produits de désinfection. Ainsi, toute aide de nature qu'elle soit est sollicitée par le COSEP et le Croissant Rouge. Les mesures barrières renforcées par la jeunesse de Djoezi Mouali pour barrer la route à la propagation de cette pandémie commencent à donner de bons résultats. La situation semble être sous contrôle. Reportage de Hussein Abdillahi et Hadissati Alitamou. À Djoezi, les jeunes, en étroite collaboration avec la commission anti-Covid mise en place en cette période, ont mis les bouchées doubles pour contrecarrer cette pandémie. Les mesures sanitaires telles que le port de masque est respecté par tout et chacun. Le lavage des mains et la désinfection des automobiles sont prises en considération. Ces gestes sanitaires semblent donner ses fruits puisque le nombre de cas commence à baisser dans cette ville considérée comme l'épicentre de ce nouveau virus variant. Nous sommes bien convaincus, chacun s'est suivi l'autre. Donc maintenant, on félicite les institutions, la gendarmerie, parce que ce n'est pas la gendarmerie et l'État qui va mettre ces institutions pour qu'elles puissent éradier ces virus. Mais c'est la population elle-même qui doit prendre une prise de conscience. Mais ici, il y a certaines localités à Moyeli qui ignorent jusqu'à maintenant que l'épidémie tue. Les 4 localités de Moyeli, telles que Fomboni, Djoezi, Wanan et Nimashiwa, les plus touchées par cette crise sanitaire, commencent à sortir du gouffre de cette pandémie. Mais les efforts doivent être redoublés de façon rigoureuse pour finir avec ce fléau. En Gazidia, si certaines mesures de barrière sont respectées, notamment le port du masque, ce n'est pas le cas pour le lavage des mains qui n'est pas du tout considéré. Une équipe de l'ERTC s'est rendue ce lundi au grand marché de la capitale. Voici le reportage d'Abdul Karim Benhamed et Ibrahim Mkabavo, compte rendu de Salima Ahmada. Au marché Volo-Volo, vendeurs et clients sont conscients du danger de la maladie. Le constat est que la seule mesure respectée est le port du masque. Certains vendeurs les portent sous les mentons et d'autres ne l'ont même pas. Selon Saïd Mohamed Mzé, vendeur de boubou, il estime qu'il est temps que les vendeurs et acheteurs se mobilisent pour mettre en place des robinets portatifs pour le lavage régulier des mains avant d'entrer au marché Volo-Volo. Pour Daniel Mhadjou, nous a confié à l'existence de la maladie, mais trouve que les mesures préventives ne sont pas prises en compte. Il a montré que les autorités n'ont pas mis à leur disposition du matériel de protection, mais ils prennent leur destin en main. Volo-Volo est le plus grand marché qui accueille toutes les catégories sociales du pays. Le port du masque qui couvre le nez et la bouche, ainsi que le lavage des mains, sont parmi les mesures à respecter pour épargner la population de cette deuxième vague de la Covid qui a fait plusieurs victimes à Moyeli. À l'île de Nzouani, la localité de Mjamawe a mis en place un poste de surveillance pour guetter toute intrusion. La surveillance a été également renforcée au niveau du littoral pour empêcher les embarcations. Voici le reportage. Depuis ce poste de surveillance, les citoyens de Mjamawe surveillent les côtes pour éviter les entrées des embarcations venant de Moyeli afin de limiter la propagation de la Covid-19.
Ce petit cabane transformé en guérite s'est situé à quelques mètres près de la mer. Ce citoyen indique en outre que le lieu leur sert aussi de repos. Un des citoyens s'indigne d'ailleurs de la négligence des autorités sanitaires qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour la mise en quarantaine de tous ceux qui viennent dans un pays à haut risque. Ces jeunes surveillent les côtes du village désormais de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Prendre des mesures par rapport à la surveillance côtière au niveau de l'île d'Anjouan ne doit pas être la seule responsabilité du gouvernement, mais chaque citoyen animé de bonne volonté peut le faire pour sauver des vies. Pas seulement une affaire des autorités, tout un chacun doit se porter en responsable et faire preuve de bon sens. Dans une interview accordée à Mayotte Première, Mansour Kamardine a fait savoir que Moroni aurait refusé une aide venant de Mayotte. Je vous propose de le suivre. Nous savons de sources autorisées que les autorités sanitaires de Mayotte ont proposé de l'aide aux autorités comoriennes pour Moïli. Ces dernières ont refusé l'aide parce qu'ils ne veulent pas de l'aide en provenance de Mayotte. Ils proposent à ce que l'aide soit déposée en juin par bateau, à charge pour eux de la distribuer et de la cheminer éventuellement à Grande Comore ou à Moïli, alors que nous savons que les premières aides qui sont arrivées là-bas, notamment les tests antigéniques, qui sont donnés pour venir en aide aux populations comoriennes, se retrouvent en vente dans le commerce de ville. Et donc, il nous paraît difficile de continuer à aller engraisser un certain nombre de gens qui n'ont aucun sentiment, aucune humanité à l'égard des populations en souffrance. Et donc, les négociations sont en cours pour arriver à obtenir que les autorités comoriennes acceptent que l'aide puisse être acheminée directement à Moïli et à défaut puisse arriver entre les mains de l'ambassadrice de France aux Comores, parce que ce sera une garantie supplémentaire que l'aide pourra arriver à Moïli, parce que c'est à Moïli où il y a le théâtre des événements et c'est donc à Moïli qu'il faut apporter l'aide en urgence. Ces propos tenus par Mansour Kamardine sont jugés haineux et provocateurs par Amada Mohamed Bako, premier vice-président à l'Assemblée nationale. Je vous propose de le suivre. Pour éviter les polémiques stériles auxquelles Mansour Kamardine voudrait nous faire verser, il me semble nécessaire de lui dire ce qui suit. Mayotte est une île comorienne et il le restera à jamais. Eu égard du statut actuel qui est celui de Mayotte, il ne lui revient pas d'évaluer la bonne ou mauvaise gouvernance de ce que les Comores bénéficient en termes de coopération internationale. Je pense qu'il appartient à la France de se rapprocher à son homologue comorien pour discuter ce genre de choses et non à Mansour Kamardine. La gouverneure de Ngazidja Mouhoudine Siti Farouata s'est retrouvée mardi au palais de Mlodjou avec les maires. Cette rencontre a été une occasion pour la gouverneure de leur souhaiter meilleurs vœux 2021 et engager les discussions en profondeur sur les mesures à prendre pour lutter efficacement contre la nouvelle vague du Covid-19. Reportage de Halidi Mzouri et Salima Liratsiraka, récit de Mounira Issouf. À travers cette séance d'échange des vœux, la gouverneure a rappelé aux élus locaux de doubler de vigilance pour vaincre le coronavirus. Mouhoudine Siti Farouata a exhorté aux chefs des communes de veiller au respect des mesures préventives et les a par ailleurs sollicité de suspendre les festivités communales lancées il y a quelques mois pour détecter les meilleurs talents. Mouhoudine Siti Farouata est convaincu que l'appui des élus locaux est impératif. Il va falloir que tout le monde respecte cette levée de mesures barrières, cette levée de pouvoir célébrer les mariages, mais en même temps, il faut aussi respecter les mesures barrières qui ont été exigées par rapport au décret du président de l'Union des Comores. Ces mesures, on ne les respecte pas. Donc, il a fallu qu'on se retrouve avec les maires, l'ensemble des maires, pour faire appliquer ces mesures dans les communes. Pour qu'il puisse y avoir mariage, il faudrait d'abord que tout le monde soit sain, sain d'esprit et sain du corps, que tout le monde soit en bonne santé.
Donc il faudrait que ces mesures soient respectées pour qu'on puisse célébrer dignement ces mariages. De son côté, le président de l'association des maires promet de collaborer pour barrer la route à cette pandémie. Il a ainsi affirmé que dans les communes, les mesures prises sont respectées. À titre de rappel, plusieurs activités sont annulées dans les communes pour se conformer aux décisions prises par le gouvernement. Une façon de réduire la forte contamination du Covid-19. Le festival des communes devant avoir lieu mi-janvier est annulé. Bien qu'il soit testé positif au coronavirus, le docteur Tadjidine et le docteur Fazul, qui est également le président du comité scientifique, ont embarqué de force à bord de l'appareil Inter-Îles qui transportait d'autres passagers testés négatifs. Le docteur Fazul a donc été suspendu de sa fonction de président du comité scientifique pour le non-respect des mesures barrières contre le Covid-19. Cette décision a été bien appréciée par de nombreux citoyens dans la mesure où il n'a pas fait preuve de responsabilité. Nous vous proposons quelques réactions. À mon avis, c'est une décision sage, parce que je suppose que les autorités qui sont censées veiller à protéger justement la population par rapport à cette maladie méritent d'être tout d'abord les hommes exemplaires. La décision du ministère, moi je le salue totalement parce que c'est une décision notable. Et encore, j'aurais aimé encore, après leur guérison, qu'ils soient poursuivis en justice pour savoir leur objectif, pourquoi ils en ont fait ceci. C'est une décision appropriée parce que, étant responsable de la commission de lutte contre le Covid, une fois atteints par cette maladie, ils doivent tout d'abord montrer l'exemple des mesures qu'ils prennent pour que nous tous, nous les respections. Donc cet exemple doit commencer par là. Une fois testés positifs, ils doivent se mettre à l'isolement, ou bien se mettre en quarantaine, ou bien être hospitalisés dans les centres médicaux. Donc je trouve que la décision de Madame la ministre, elle était une décision appropriée, une décision qui a voulu montrer l'exemple que tout le monde est au même pied d'égalité concernant la dangerosité de cette maladie. Il mérite d'être suspendu parce qu'on lui a confié des responsabilités pour le bien de la population, mais il ne s'est pas montré responsable. Si c'était un simple citoyen, il allait recevoir des sanctions sévères. Et pourquoi pas lui? Oui, il doit être suspendu carrément, pas seulement dans le comité de lutte contre la Covid. Franchement, je partage cette idée. Et déjà, on n'a pas confiance en lui. Personne n'accepterait ses soins. Premièrement, on salue l'initiative de la ministre de la Santé, mais on demande au ministre de la Justice de l'emprisonner, car il est un ennemi de la nation. Moi, par contre, je ne partage pas cet avis, car, quels que soient ses défauts, il est un médecin, donc on aura toujours besoin de lui. La décision de la ministre est-elle à la hauteur de la faute commise par ces docteurs ou non? En tout cas, les avis divergent. La grève déclenchée par les chauffeurs des transports en commun se poursuit. Les étudiants de l'Université des Comores, notamment ceux qui veulent se rendre au campus de Mvouni, sont les plus impactés. Reportage d'Azar Mbaye et Salim Alira Tiraka. Après avoir terminé les cours, certains étudiants qui n'attendent pas des voitures familiales décident de descendre à Moroni à pied en plein soleil ardent. Selon ces derniers, les bus de la gendarmerie nationale reviennent après-midi pour un ramassage après les avoir déposés le matin, en évoquant alors les différences de l'emploi du temps. C'est une raison évidente pour ces étudiants de parcourir ce long chemin sous ce soleil brûlant. Un trajet qui n'est pas facile, mais une autre issue aucune. Je me sens tellement épuisée que ça ne me donne pas envie de retourner le lendemain. Déjà, c'est compliqué de venir chercher des bus. N'en parlons pas là maintenant, il n'y a pas les moyens de transport. Mais heureusement, il y a la gendarmerie qui propose leur aide pour les élèves
en les amenant à l'université. Et là, nous en tant qu'étudiants, on remercie beaucoup la gendarmerie pour ce geste très, très aimable venant d'eux. 2 voitures de l'ONICOR sont allées à l'université pour secourir ces étudiants, un geste jugé noble par ces derniers. Ces jeunes sont convaincus qu'un jour ou l'autre, Usukani Wamasiwa et les autorités vont trouver un terrain d'attente, mais ils ne sont que le perdant dans cette histoire. C'est pourquoi ils appellent à une solution urgente. J'aimerais vous dire, pour le gouvernement comorien, il faut que ça cesse parce que là, on est des étudiants et c'est nous les perdants dans l'histoire. Parce que de base, on devrait monter tous les matins et descendre. Et si les bus ne travaillent pas et les taxis aussi, je ne sais pas comment on va monter en Vouni pour aller travailler. Pourtant, il faut vraiment savoir qu'on est votre futur pour demain et il faut nous montrer des bonnes images. Il y a grève, il y a cette confrontation entre les deux groupes. Du coup, Inch'Allah, ils trouvent une entente le plus vite possible. Dans les salles de classe, les étudiants ne sont pas nombreux comme avant parce que certains d'entre eux sont bloqués dans leurs villages respectifs par cette grève des chauffeurs de transport en commun, alors qu'à l'université n'existe pas de cours de rattrapage. À ce sujet, Usukani Wamasiwa s'est entretenu ce mardi en fin de journée avec le ministre de l'Aménagement du Territoire et celui de l'Intérieur, ainsi que le ministre des Finances. La mairie de Moroni et la gendarmerie nationale étaient également représentés dans cette rencontre afin d'aboutir à un dénouement de la crise. Les négociations vont se poursuivre et ce mercredi, nous saurons si la grève se poursuit encore ou non. Suite de l'actualité, inauguration ce mardi d'un bâtiment flambant neuf au commissariat central de Moroni. La cérémonie organisée à cette occasion avait mobilisé aussi bien les membres du gouvernement que les représentants de la société civile. Reportage de Ikam Ben Saïd et Ibrahim Kababo. Cet événement revêt une importance particulière et emblématique car il contribue à la modernisation de la police comorienne pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, surtout à la proximité des enfants, souvent victimes ces derniers temps de viols et de maltraitance. Le ministre de l'Intérieur a saisi cette occasion pour rappeler l'importance de la loi et féliciter le travail accompli par la police au cours de l'année 2020. Les travaux de construction du nouveau bâtiment auront coûté 18 millions de francs comoriens, financés à 60% par le ministre de l'Intérieur et les 40% restants financés par les sociétés comoriennes et étrangères. La police nationale s'active jour en jour pour mener à bien sa mission auprès de la population malgré quelques irrégularités et anomalies. Pour pallier à cela, serait-il pas mieux de renforcer leurs capacités pour le bien de tous ? Ouverture ce dimanche d'une école coranique dans la localité de Nyumamilima, dans la région de Mbadjini. C'est une initiative de la notabilité et de la diaspora qui œuvre pour la promotion de l'enseignement coranique. Reportage de Anliaou Ayouba Abdallah et Ibrahim Kababo. La notabilité de Nyumamilima de Mbadjini, de concert avec la diaspora, a jugé utile d'innover une école coranique répondant aux normes pour l'enseignement et l'éducation de la religion musulmane, dans le but d'encadrer les jeunes pour la mémorisation du Saint-Coran, mais aussi faciliter l'apprentissage sur place qu'ailleurs. Les diasporas de Nyumamilima Mbadjini, on s'organise de faire cette mission, car vous savez que le village de Nyumamilima, c'est l'ancien village qui ça maîtrise le Coran. 40 élèves, âgés de 12 à 15 ans pour les filles et de 15 à 17 ans pour les garçons, seront choisis pour s'installer pour cette école coranique 3 ans durant, dans le but de mémoriser le Saint-Coran. On va prendre des professeurs pour améliorer le développement de ce pays. Parce que le pays, les langues officielles, c'est l'arabe, et le français et l'anglais. On a bien organisé la sécurité car le directeur, il a mis un article qu'on ne peut pas sortir un élève
comme ça, mais il faut le parent qui le ramène à l'école. S'il a besoin de le voir, il faut écrire une lettre recommandée pour voir si on va avoir le gamin. Les résultats attendus, c'est de faire de ces élèves le pilier de l'islam pour un meilleur avenir. La réhabilitation des infrastructures routières dans de différentes régions a été rendue possible grâce à l'adoption par le gouvernement d'un plan national qualité visant à veiller à l'état d'avancement des travaux et au respect du cahier de charges. Le directeur général des travaux publics, Abdallah Ali, nous donne de plus en plus d'explications. Le contrôle de qualité, ça vient des analyses, ça vient de contrôle sur terrain et tout ça. Le laboratoire, ça fait les missions du laboratoire. Donc, dans ce cas, la durabilité des ouvrages, disons par exemple des routes et des bâtiments, parlant des routes, donc la durabilité, ça pourrait aller jusqu'à 15 ans, 20 ans, 30 ans, donc selon le concepteur du projet. Donc, il y a des voiries qui peuvent durer beaucoup de temps, bien sûr, parce que le trafic est minimal. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas, bien sûr, le laboratoire ne peut pas définir la durabilité. Non, c'est le concepteur. Le laboratoire va suivre de près le cahier de charge, donc l'étude technique, pour que tous les matériaux, toutes les dimensions soient réalisées, donc pour que la durabilité des ouvrages soit bien sûr maintenue. Sur les routes, s'il y a bien sûr de relâchement, donc il y a trois choses qui sont ennemies d'une route. Donc il y a la pluie, l'environnement, bien sûr, c'est la pluie. Donc il y a la malfaçon, il y a aussi le trafic. Les trois là sont les problèmes, sont les causes des problèmes des routes. Donc dans ce cas, pour le moment, s'il y a des routes qui lâchent, soit c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé, ils n'ont pas bien sûr bien fait, c'est malfaçon, les matériaux n'étaient pas analysés, donc, ou bien il y a beaucoup de trafic qui n'était pas pris en considération. Le problème lié au manque d'énergie reste posé dans le pays ces temps-ci. Cela ne facilite pas la vie de la population. Il est temps que la direction générale de la Sonélec prenne le taureau par les cornes pour sortir le pays de ses difficultés. Les réactions ne se sont pas fait attendre quelques mois plutôt, après la nomination des nouveaux directeurs généraux. Nous souffrons car nous avons des bébés et des personnes âgées. Ce qui se passe actuellement dans le pays est inadmissible. Nous sommes privés de santé, de l'éducation, et pourtant nous avons des responsables qui devraient nous aider en toutes circonstances. Pour moi-même, je souffre puisqu'il n'y a plus de lumière. J'ai appuyé directement au gouvernement qu'il c'est très ennuyant puisqu'il n'y a plus de lumière ici. Il fallait qu'on se débrouille au plus vite parce qu'on souffre trop. Nous, on a besoin de vous. Quand il y a un manque de lumière là, il n'y a plus de développement. Il est de leur devoir de nous fournir de l'électricité en permanence. Nous achetons des tickets de recharge tous les mois et nous vivons dans l'obscurité. Nos enfants n'arrivent pas à étudier convenablement pour cause de la crise énergétique. Le nouveau directeur général, lors d'une conférence de presse, a assuré que d'ici 3 mois, la situation sera améliorée. Attendons voir. Cérémonie religieuse ce dimanche à Sambambodoni en la mémoire de Bakar Mdoroma, ancien ministre de l'Agriculture, retrouvé sans vie vendredi dernier sur la plage de Mwanza Zambwani. Reportage de Saïd Madi Abdoumagaga et Salim Ali Ratiraka. Hafla ya utaha maghafira yenu iendelea haruma omji wa Sambambodoni hamadhumuni ya hombele ya dua waziri mzamani wa hele dimano ulozi almaruhumu Bakari Mdohoma ya undrihamayiti haruma entamtanga ya Mwanza Zambwani. Nous nous excusons pour cette erreur technique. On en parlera dans d'autres éditions. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce journal et c'est ainsi qu'il s'achève. Bonne suite de programme sur ORTC.